Bon après-midi avec Europe 1. Crime Story, Serge Sauvion avec aujourd'hui Balado Bazar. Je ne suis pas anormalement soupçonneux, mais il y a des gens dont le seul aspect m'inspire la méfiance. Pour les besoins de mon job, je vois beaucoup de pays et je côtoie tant de gens de toutes sortes que j'en suis arrivé à repérer au premier coup d'œil l'individu louche. Ce n'est pas tant son apparence qu'il distingue, quoiqu'il soit en général mal vêtu, mais le fait qu'il laisse habilement entendre qu'il est habitué à rendre service et que, plus d'une fois, il a dépanné des amis en difficulté. Mais ça n'est en général pas pour fournir l'adresse de l'ambassade qu'il intervient, non, ce serait plutôt pour vous proposer d'éloigner définitivement une personne avec qui vous auriez un différend. Enfin, pour que votre nouveau confident en arrive là, il faut d'abord lui rafraîchir le gosier de quelques whisky et le rassurer quant à votre envergure financière. C'est en général dans les bars interlopes des différents ports situés sur la route maritime de Casablanca à Hong Kong qu'on lie connaissance avec ce genre de personnage. Thompson est de toute évidence un individu louche. Dès que je l'ai aperçu, j'en ai eu la conviction. Il appartient à cette catégorie d'épaves de race blanche qu'on rencontre par-ci par-là sous ces latitudes. Ces types-là sont toujours solitaires et, si vous leur demandez le métier qu'ils exercent, ils vous répondent invariablement qu'ils sont dans l'import-export. Déjà, la seule apparence de Thompson le rend suspect à mes yeux. Mais les circonstances de notre rencontre et sa politesse trop empressée auprès de John me mettent décidément en garde. C'est à Karachi que nous avons rencontré Thompson, dans un bar situé juste en face du Paradise Theatre. John et moi avions passé l'après-midi à faire des emplettes dans le quartier du Bazar. Nous sommes donc entrés dans le bar pour nous rafraîchir. Après nous être attablés sous un ventilateur, et en attendant que le barman nous apporte nos boissons, John étale sur la table ses emplettes du jour. « Je ne suis pas encore satisfaite, » déclare John. « Je veux un saphir étoilé, Dave. Je ne puis vraiment pas quitter ce continent sans un saphir étoilé. » « Eh bien, demain, peut-être, Jane. Le bateau ne lèvera pas l'ancre avant 4 heures. »« Je sais, mais j'aurai tant à faire. Les bagages et tout. Et je suis sûr que demain, nous n'aurons plus le temps de courir les boutiques, Dave. Voyons, ma colombe, j'ai les pieds en compote. Je n'en peux plus, vraiment. » Elle me gratifie d'un sourire et je crois qu'elle va renoncer à son projet. Mais c'est à cet instant précis que Thompson entre en scène. Il s'éclaircit la voix et s'incline pour se présenter à nous. C'est un grand gaillard au teint blême avec des poches sous les yeux. Il porte un ensemble pantalon saharienne plutôt défraîchi. « Je vous demande pardon, dit-il. Sans vouloir être indiscret, j'ai surpris les dernières paroles de madame. » Le reste s'ensuit rapidement. Beaucoup trop vite même pour me laisser l'occasion d'intervenir. Je me souviens seulement qu'au bout de quelques minutes, Thompson s'est attablé auprès de nous et que j'en suis déjà à lui offrir un deuxième whisky. « Dans l'achat des pierres précieuses, énonce Thompson en connaisseur, il importe d'en estimer la valeur du premier coup d'œil. Je présume que vous vous y connaissez en la matière. »« Non, justement, pas du tout, » répond Jane. Thompson fronce légèrement les sourcils. « Ah, en ce cas, je crains que la chose vous soit un problème. Bien sûr, je ne voudrais pas vous alarmer en vous prévenant du danger d'une escroquerie. Pas mal de marchands sont scrupuleux et honnêtes, mais tout de même, nous sommes en pays étranger, et ces orientaux... » Il laisse tomber la voix sur une note de regret, puis me regarde en souriant. « Vous souhaiteriez faire un choix sûr, pas vrai ? Ce que je souhaiterais faire avant tout, c'est prendre un bain de pied, dis-je. » Il élude ma question en riant. « Je vous accorde que par cette chaleur, le shopping est éreintant, » me répond-il avant de se tourner vers Jan. Puis il sirote pensivement son whisky. Mon esprit hésite à déterminer sa nationalité. Britannique ou américain avec l'accent anglais? Sans doute
Pouvez-vous recommander un endroit où nous puissions acheter en toute confiance? Lui demande John. Je connais une boutique pas trop loin d'ici, mais j'ai peur que vous ne puissiez la trouver sans un guide dans le dédale du quartier. Subitement, son visage s'éclaire et il consulte sa montre. Écoutez, comme je dois justement aller dans cette direction, je peux vous y conduire. Comme c'est aimable à vous, fait Jan. Non, Jan, dis-je, nous ne pouvons pas nous imposer de la sorte à ce monsieur. Du tout, proteste Thompson. Cela ne me dérange pas, au contraire, c'est plutôt un privilège. Vous savez, les anglo-saxons doivent se serrer les coudes ici. Nous devons même nous mettre mutuellement en garde. Je consens finalement à cette petite expédition. Au pire, Jan gaspillera une centaine de dollars en croyant faire une affaire d'arrière-boutique. Et puis, son père est vraisemblablement en situation de régler la note sans sourciller ni se priver de quoi que ce soit. Quant à Jan, elle tirera peut-être leçon de s'être fait escroquer. Alors que nous allons quitter le bar, Thompson s'excuse et se dirige vers le fond de la salle afin de donner un coup de téléphone. À cela aussi, je m'attendais. « Prenons un taxi !» propose Thompson quelques minutes plus tard. Durant le trajet, je demande à Thompson ce qui l'amène à Karachi. « Les affaires. Je suis dans l'import-export », déclare-t-il. Nous roulons donc dans le quartier du Bazar. Thompson s'enquiert à son tour poliment des motifs de notre séjour au Pakistan. Je lui réponds que je suis photographe professionnel et que je reviens d'une mission à Ceylan où j'ai pris des clichés pour la revue Geographic Illustrated. « Alors vous n'êtes pas mariée, femme ?»« Oh non !» dit Jan. « Nous nous connaissons depuis une quinzaine de jours à peine. Nous avons lié connaissance à bord du paquebot qui a levé l'ancre à Calcutta. »« Vous voyagez toute seule ?» Non, j'accompagne mon père. Cet après-midi, il est resté à l'hôtel pour faire la sieste. Le taxi remonte Elephant Street, puis s'engage dans une large avenue bordée de grands arbres à l'aspect desséché. Je n'ai encore jamais vu cette partie de la ville, et même à présent, je ne pourrais situer exactement l'endroit où nous nous trouvions. Une ribambelle de gosses à moitié nus nous accompagne en tendant la main pour quémander un bakchiche. Enfin, le chauffeur s'arrête devant une boutique dont la devanture métallique est partiellement rongée par la rouille. Je me sens à nouveau inquiet. Le quartier a l'air peu recommandable et j'en viens presque à me reprocher l'assentiment que j'ai donné à Jan. Patientons quelques instants pour savoir si Dave a eu tort de se fourvoyer avec Jan dans ce quartier louche en compagnie de Thompson. Un homme de courte taille en complet noir d'alpaga et coiffé d'un fez vient à notre rencontre. Il s'efface devant Jan et moi pour nous introduire dans une antichambre située à droite de la boutique. Thompson est le dernier à entrer. La pièce paraît propre, mais les relents de la ruelle y ont pénétré avec nous. Thompson nous présente au commerçant et lui signale que nous nous intéressons aux gemmes. Quand nous sommes installés sur les sièges avancés par l'homme aux fez, celui-ci se met en devoir d'étaler ses pierres précieuses sous nos yeux. Un peu à l'écart, Thompson se maintient dans une discrète réserve. Nous restons un long moment dans la boutique où une vieille femme nous apporte du thé à la menthe. En dépit de ma vigilance en alerte, je ne constate rien d'anormal. Le petit homme aux fesses se montre aussi patient que poli et Thompson n'intervient à aucun moment dans la tractation. Jan paraît quelque peu déçu à l'énoncé des prix, ce qui m'étonne car je les juge pour ma part raisonnables. Elle admire d'abord les saphirs, puis les émeraudes et pour finir, elle exprime le désir de voir les rubis. Je crains qu'elle ne se décide pour un rubis, car il est difficile de distinguer le vrai du faux. En définitive, et partiellement sur mes instances, Jan se décide pour un petit saphir. Nous remercions le boutiquier et nous prenons congé. Thompson sort avec Jan et moi et arrête un taxi afin que nous puissions rentrer à l'hôtel. Je n'ai encore rien remarqué de suspect, mais je flaire du louche à plein nez. En cours de route,
je conseille à Jan de recompter son argent pendant que j'observe le saphir. La pierre jette un bel éclat et, bien que de dimension modeste, sa taille bien exécutée la met en valeur. « Le compte y est !» lance Jan après avoir vérifié les billets rendus. « Mais qu'est-ce qui vous inspire une telle méfiance ?»« Je ne sais pas, Jan. Sincèrement, je n'en sais rien. J'ai éprouvé une sensation bizarre là-bas dans la boutique, comme si j'avais observé une partie de poker se jouant avec des cartes truquées. » Bientôt installé dans ma chambre, je déguste une bière qui, bien qu'elle soit tiède, me désaltère. Je pense pouvoir enfin prendre mon bain de pied quand on frappe discrètement à ma porte. « Mon père dort encore, » dit Jan en entrant dans la chambre. « Alors l'idée m'est venue de descendre boire un verre en votre compagnie. »« Excellente idée. Je peux vous offrir une bière, mais malheureusement plutôt tiède que fraîche. Aucune importance. » Elle s'assied à califourchon sur une chaise pendant que je prépare les verres. Quand je lui apporte sa bière, elle me demande de lui offrir une de mes cigarettes. Jan porte un ensemble en toile de lin écru dont la chemise déboutonnée laisse apercevoir une gorge profonde. Attirant une chaise à moi, je m'installe près de la fenêtre où la vue est certes moins troublante. « Savez-vous, me dit-elle, que nous nous voyons à peu près constamment depuis 2 semaines et que vous n'avez même pas essayé de m'embrasser? » Jan, dois-je vous rappeler que je suis un homme marié? Elle pince les lèvres en m'adressant un regard lourd de reproche. Je n'ai pas dit que je vous y autoriserais. Vous permettez que je passe à la salle de bain pour me rafraîchir le visage? J'en éprouve le besoin depuis que nous sommes allés dans cette boutique. Je souhaiterais n'y être jamais entré. Lorsqu'elle revient dans la chambre, je note avec soulagement que sa chemise est reboutonnée. Alors, à tout à l'heure, 6 heures au bar? Avec mon père, comme d'habitude? Enfin, si je parviens à le réveiller, dit-elle en sortant de la chambre. À l'heure dite, je me rends au bar afin d'y retrouver le père et sa fille. En sirotant mon whisky, je continue de m'interroger au sujet de Thompson. En vain d'ailleurs, car je ne parviens pas à trouver quoi que ce soit d'irrégulier dans son intervention. La pierre que Jan a achetée vaut son prix et on lui a rendu la monnaie qui lui revenait. Le toujours obligé Thompson a pris congé de nous sans la moindre allusion à un pourboire pour service rendu. Curieux quand même. Je prends un 2e verre en ruminant cette énigme et subitement je me rends compte que j'attends depuis longtemps déjà. Toujours personne au rendez-vous. Or, il est maintenant 6h30. Une demi-heure de retard peut être considérée comme un fait insolite. J'ai pourtant la conviction qu'en cas d'imprévu, il m'aurait prévenu. Aussi, après quelques nouvelles minutes d'attente, je me décide à retourner dans ma chambre afin de les joindre par téléphone. En sortant du bar, je jette un coup d'œil circulaire dans le hall de l'hôtel. Mais je ne les vois nulle part. Mon inquiétude s'accroît et je gagne rapidement l'escalier dont je grimpe 4 à 4 les marches revêtues d'un tapis rouge. Ce marché conclu grâce à l'intervention de Thompson en tant que guide bénévole me rend soupçonneux à l'extrême. Au 2e étage, je tourne à gauche dans le couloir et m'aperçois immédiatement qu'il y a un intrus dans ma chambre. La lampe est allumée, la porte béante. Quand j'atteins le seuil, la première chose qui me frappe, c'est ma valise. Elle repose ouverte sur le lit et à côté d'elle se trouve l'une de mes caméras retirée de son étui. Les draps ont été arrachés et jetés sur le carrelage. Visiblement aussi, plusieurs tiroirs de la commode ont été fouillés puis laissés tels quels, non refermés. Ensuite seulement, je vois un petit homme en complet noir d'alpaga, le fez sur la tête. Le boutiquier vendeur de bijoux. Il se tient dans la salle de bain, me tournant le dos et me regardant par-dessus son épaule, l'air plutôt surpris. Il tient à la main un pistolet. Comme il pivote pour me faire face, je bondis de côté et atterris dans le couloir où je me heurte de plein fouet à un costaud en kaki coiffé d'un turban. Le colosse veut m'empoigner à bras-le-corps, mais ne réussit qu'à m'agripper le poignet. Quand je veux me dégager, il me tord le bras. Mais j'ai encore un poing libre et, ramenant l'épaule en arrière le plus possible afin de prendre du recul, je décoche au gaillard un rude direct du gauche sur la bouche. Me lâchant le poignet, il se couvre à 2 mains le bas du visage. Je cogne de rechef, l'envoyant valdarguer contre le mur. Mais voilà qu'un autre type surgit soudain comme de nulle part, un gorille revêtu de ce qui ressemble à un uniforme kaki.
et qui m'assomme net. Quand je reprends connaissance, je suis étendu sur mon lit, les yeux fixés sur la moustiquaire. Penché sur moi, le petit homme aux fez s'affaire avec une serviette humide. « Nous regrettons cet incident », dit-il en matière d'excuses. Il traverse la chambre, puis revient vers mon lit avec mon passeport à la main. « Après vérification de vos papiers d'identité, nous avons constaté qu'il y a erreur sur la personne. » Il me semble aussi, mais quel genre d'erreur, si je puis me permettre? Nous pensions que vous étiez de connivence avec la fille, mais nous savons maintenant ce qu'il en est. La fille? Quelle fille? Vous ne voulez pas dire John, je suppose? C'est bien à elle que je fais allusion. Sachez que cette jeune personne et l'homme qui l'accompagnait ont été arrêtés. Arrêtés? Vous dites bien arrêtés? Pourquoi donc? Pour vol de pierres précieuses, dont la valeur totale se monte à plusieurs millions de dollars. Il tire de sa poche une enveloppe de papier craft et en déverse le contenu dans sa paume. Il y a là une demi-douzaine de rubis et de perles fines, une émeraude et un gros diamant d'une taille plus que respectable. Ces pierres ont été trouvées dans votre salle de bain, précise l'homme aux fez. De toute évidence, la jeune personne, prise de soupçon après son départ de la boutique, a jugé opportun de descendre cacher ici les pierres volées. Non, un instant, dis-je. Je ne vous situe pas encore très bien dans le tableau. Quel rôle jouez-vous dans cette affaire? Dois-je comprendre que vous êtes officier de police? Exact, Saïb, répond-il. Les autorités de Bombay nous avaient alertés et demandé de surveiller ces deux suspects. En prévision de leur débarquement à Karachi, nous leur avons tendu ce piège. Ces escrocs ont maintes fois exploité leur combine au cours de leurs escales depuis Hong Kong. Leur combine? Mais en quoi consiste-t-elle? Eh bien, ils se sont d'abord constitués une jolie petite collection de pierres synthétiques. La combine consistait à ce que la fille substitue une contrefaçon synthétique à une authentique pierre précieuse. Oh, elle n'avait pas à faire preuve d'une dextérité particulière pour réaliser son tour de passe-passe. Elle s'arrangeait seulement pour éloigner quelques minutes le boutiquier en lui demandant, par exemple, avoir une autre collection. Aujourd'hui, pendant que vous lui teniez compagnie, elle a escamoté un vrai rubis et cet authentique diamant de 6 carats, en leur substituant des imitations de qualité, il est vrai. Et le père de John? J'ai bien peur que ce ne soit pas son père, Saïb. J'éprouve une douleur vive à la hauteur de mon pariétal gauche. Je jette un coup d'œil au type au turban. « Désolé », me répond-il, sans que je lui dise quoi que ce soit. Quant à Thompson, c'est votre homme de paille, c'est ça? Je vous demande pardon, Saïb? Oui, l'homme qui nous a amenés à la boutique en question. Ah, Thompson, oui. Il a quelques torts à se reprocher. Aussi, nous lui demandons quelques petits services de temps en temps, qu'il n'hésite pas à nous rendre contre notre discrétion. Sacré Thompson. Je savais bien que c'était un individu louche.